The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, et bien merci de se retrouver pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, je suis avec Laurent Buzon, alias le comptable ludique. Salut Laurent. Bonjour Paul Gara. Je profite de ta présence pour parler CERFA, retenue à la source, C'est ça, TVA. 27,77, 25,61. Ouh là là, c'est pas des c'est pas des classements sur BGG ça. C'est les formulaires qu'on aime bien. Et oui, parce que forcément, on va parler jeu, mais on va aussi parler comptabilité, sûrement fiscalité. En fait, on va parler aussi un peu de tout ce qui tourne autour du secteur ludique, puisque, comme je l'ai dit, tu es le comptable ludique et tu exerces ton activité, y compris dans le secteur du jeu de société. Tout à fait. Et on va aborder des points passionnants. Oui, mais je suis sûre que les auditeurs et auditrices vont découvrir des problématiques dont ils n'avaient peut-être pas connaissance avant. Tout à fait. Enfin, j'espère pour eux, en fait, qu'ils ne les connaissaient pas. Oh, en fait, ils vont couper tout de suite parce que c'est chiant la compta et c'est chiant la fisca. Alors non, en vrai, c'est vachement intéressant. Ouais. C'est juste qu'il faut les rendre... faut faire la promotion autant du jeu de société que de la compta et de la fisca. C'est notre mission aujourd'hui. Tout à fait. Avant d'aborder ton activité professionnelle, on va aussi te découvrir en tant que joueur. Est-ce que tu dirais que tu étais joueur de jeux de société avant d'être comptable ou tu as été d'abord comptable et puis le jeu de société est arrivé après dans ta vie? Le jeu de société est arrivé après que je sois comptable. Donc je suis d'abord un comptable avant d'être un joueur. Tu jouais pas du tout enfant, enfin c'était ou très peu comme ou à des jeux très mainstream? Oui, c'est ça, les petits chevaux, la bonne paye, Monopoly avec les cousins, mais pas plus que ça. J'ai découvert le jeu de société moderne vraiment sur le tard, à l'âge adulte et vraiment une bonne dizaine d'années après ma rentrée dans la vie professionnelle. Donc d'abord comptable. D'abord comptable, ok. Mais il y a des jeux de société qui ressemblent à des fichiers Excel, donc tout va bien. C'est ça, et ce sont mes jeux préférés. J'imagine. Comment tu as découvert le jeu de société du coup? Qu'est-ce qui t'a fait passer dans la passion de ce loisir? Du coup, adulte, en étant en couple, et en faisant des jeux entre amis, enfin des soirées entre amis, où les uns les autres nous ont fait découvrir des jeux de société. On a commencé par, le Loup-garou de Tierce-Lieu et après on a joué sur des classiques, Elixir, Kaamelott, Les Aventuriers du Rail petit à petit, puis après, de plus en plus de jeux de plateau. Ça a commencé comme ça, sur des jeux un peu mainstream maintenant. Oui. Et en fait, après, tu as eu le cheminement que beaucoup de joueurs et joueuses ont, c'est-à-dire que t'as approfondi les jeux que tu avais découverts et tu t'es rendu compte qu'il y avait toute une gamme de jeux possibles, beaucoup plus large, j'imagine. Tout à fait. On est arrivé, j'ai déménagé sur Rennes en 2008 et on s'est fait un cercle d'amis qui étaient joueurs et donc du coup ils nous ont fait découvrir de nouveaux jeux pour nous. Donc on a découvert Carcassonne, on a découvert Citadel et autres. Donc on a continué notre approfondissement comme ça. Ok, aujourd'hui, tes types de jeux préférés, c'est des jeux de gestion plutôt? Gestion et deck building. Oui, t'es aussi un fan d'Aurora Arkham, je crois. On en avait Ouais, parlé tout une à fait. fois. Horror Arkham JCE, j'adore. Donc, à ce moment-là, tu as ton activité professionnelle en tant que comptable. Donc, tu travailles dans un cabinet d'expertise comptable, c'est bien ça? Oui, tout à fait. J'ai commencé la comptabilité en travaillant en entreprise. J'ai appris la comptabilité sur le tas, en entreprise, un peu forcé, puisque mon conjoint à l'époque avait une petite entreprise et donc je me suis chargé de la comptabilité. J'ai appris sur le tas et après j'ai déménagé sur Bordeaux où j'ai eu la chance d'avoir un cabinet comptable qui m'a recruté, qui m'a fait confiance alors que j'avais pas beaucoup d'expérience. Et on m'a confié la gestion d'un petit portefeuille client. Comme ça s'est bien passé, de plus en plus, j'ai eu des nouveaux clients au sein du cabinet bordelais. Et quand on a déménagé sur Rennes, du coup, j'ai naturellement continué vers le cabinet comptable. D'accord. Juste pour expliquer pour les auditeurs auditrices qui ne savent pas, mais donc dans la comptabilité, on peut distinguer, il y a ceux qui gèrent la comptabilité en fait d'une entreprise, donc qui enregistrent les opérations, qui produisent les documents comptables, compte de résultats, le bilan, etc. Et tu as aussi ceux qui sont dits experts comptables et qui font de la certification de comptes, c'est-à-dire puisque c'est une obligation légale d'avoir des comptes certifiés, c'est-à-dire qu'ils vont dire que la comptabilité, elle est bien tenue, elle est conforme aux exigences, aux normes comptables. Je dis pas de bêtises en synthétisant comme ça? Oui, tout à fait. Non, c'est ça. Et toi, tu es plutôt dans l'accompagnement au quotidien ou dans la certification de compte? Les deux. On Les fait deux. vraiment, Ok. du coup, actuellement, je fais vraiment de la tenue comptable, les déclarations de TVA et toutes les déclarations fiscales Qui vont quotidiennes. avec?
Voilà, tout à fait, qui vont avec. Et puis après, à la fin de l'année, le bilan, compte de résultats, etc., qu'on envoie aux impôts. Ok. Comment t'es passé de cette activité professionnelle dans le domaine de la comptabilité? Elle a évolué autant parce qu'on a l'impression aujourd'hui que tu es quand même le spécialiste du secteur ludique. Ça a glissé progressivement en fait? Qu'est-ce qui t'a motivé? 2012, en fait, en 2012, j'ai mon conjoint Xavier qui ouvre un bar à jeux à Rennes. L'heure du Naturellement, jeu? l'heure du jeu, tout à fait. Donc du coup, naturellement, c'est moi qui me suis chargé de la comptabilité. Puis petit à petit, grâce à l'heure du jeu, on a commencé à fréquenter les professionnels du secteur. On s'est rendu à Cannes, on a fait les différents salons, on a commencé à recevoir des éditeurs, des auteurs au bar et petit à petit, on a tissé un réseau. Je dirais que c'est à partir de 2014-2015 où j'ai commencé à avoir mes premiers clients dans le domaine et puis après, petit à petit, bouche à oreille. Et me voici avec plus de la moitié de mon portefeuille dans le domaine ludique, avec à peu près 80 clients de diverses activités, mais dans le secteur du jeu. Donc ces clients-là, ce sont tes clients en propre ou ils sont clients du cabinet pour lequel tu travailles? Ils sont clients du cabinet pour lequel je travaille. Donc du coup, D'accord. notre cabinet pourra leur proposer donc la mission compta. Donc ça, c'est moi qui gère. Et puis après, on a aussi un service social pour faire les bulletins de salaire, les déclarations sociales, les contrats. Et on a un service juridique pour faire les déclarations au greffe, les dépôts des comptes annuels. Ok. Il y a aussi une partie contrat, enfin d'aide au contrat ou pas du tout? Les contrats vis-à-vis des éditeurs, enfin entre auteurs et Ouais, éditeurs? enfin, ouais. Non, 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 pas à ce niveau-là. D'accord. Ça, oui, ça reste du juridique, formalité plutôt, C'est ça. secrétariat juridique plutôt que juridique, rédaction de contrat, etc., quoi. Tout à fait. Oui, on est vraiment porté sur le juridique droit des sociétés. Donc Ok. éventuellement, enfin, les créations, les dissolutions, les cessions de parts, plein de choses passionnantes. Tu trouves que aujourd'hui, en termes d'activité, c'est très varié ce que tu fais, parce que c'est beaucoup d'entités du secteur ludique, on pourrait penser qu'elles ont forcément les mêmes types de problématiques, mais tu trouves quand même que tu arrives à avoir une variété de missions avec tous tes clients? C'est vraiment ce qui rend le métier en cabinet comptable hyper passionnant, c'est que tous les jours, on fait des choses très différentes. Contrairement à un comptable en entreprise qui va globalement faire la même chose tous les jours, moi, je me lève le matin, j'ai une tonne de choses à faire, je sais ce que je vais faire au cours de la journée. Enfin, en tout cas, je prévois des choses à faire et je reçois plein de mails, je jongle entre différents dossiers, je passe vraiment d'un dossier à l'autre, d'une problématique à l'autre, avec des prospects, avec des rendez-vous, avec des entreprises qui vont se développer. Non, non, c'est hyper varié. Et aujourd'hui, le secteur ludique, c'est combien de pourcentage de ton activité professionnelle? C'est un peu plus de la moitié de mon portefeuille. D'accord. Donc, tu as quand même encore des clients qui ne sont pas du tout dans le secteur ludique. Ouais, 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 tout à fait. Bon, j'ai pas mal de professions libérales, des avocats, ça c'est toujours utile, ça d'avoir des avocats dans la vie. Notamment, d'ailleurs, quand j'ai des problématiques, j'ai un avocat qui est spécialisé dans la propriété intellectuelle, donc ce qui permet de tuyauter, enfin de le mettre en contact avec certains de mes clients, éditeurs ou auteurs, quand il y a des problématiques dans ce domaine-là. Mais j'ai aussi quelques artisans, des bars, des restos. Hmm. Et tu gères toujours tout ce qui est attrait à l'heure du jeu, en fait. Ouais, tout à fait, oui. Je continue à être comptable de l'heure du jeu. Donc, on l'a dit, hein, dans ta clientèle ludique, il y a tant des éditeurs que des auteurs. Je pense que ils ont pas, j'imagine qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques, les mêmes contraintes. On peut parler d'abord peut-être de tout ce qui est éditeur. C'est plutôt des éditeurs de taille moyenne, parce que j'imagine que les très gros comme Asmodée, ils ont la comptabilité en interne. Enfin, tout est internalisé, au moins via une de leurs filiales qui gère ça. C'est plutôt des éditeurs de quelle taille dont tu t'occupes? C'est vraiment soit des tout petits éditeurs, soit des éditeurs de poids moyen. Après, ça dépend ce qu'on appelle moyen et gros. Mais effectivement, à partir de tailles comme Blue Orange, Yellow, bah, ils ont forcément des comptables en interne qui gèrent ça. Effectivement, donc j'ai vraiment de tout type d'éditeurs, des éditeurs qui se lancent, qui ont qu'un projet de jeu et pas encore sorti. Mais j'ai aussi des éditeurs qui ont un petit catalogue déjà conséquent depuis quelques années. Donc, ce que tu vas faire, c'est que finalement, ils vont externaliser auprès de toi la tenue de leur comptabilité. C'est souvent comme ça que ça se passe? Ouais, tout à fait. Alors j'ai aussi des clients qui ont des comptables en interne et pour lesquels je certifie la comptabilité. Donc on a vraiment juste D'accord. une mission de certification des comptes.
On fait de la révision comptable, en fait. On révise les écritures que le comptable en interne a passées. On sait que la réglementation, depuis plus de 20 ans, interdit en principe d'avoir les fonctions de conseil et de certification, en fait, sur les épaules d'une même personne ou d'une même entité. Je pense que c'était la réglementation Sarbanes-Oxley, je pense, qui était, si je dis pas de bêtises. T'arrives quand même à faire un peu de conseil ou pas dans tes activités? Un petit peu, oui. Oui, oui, un petit peu. Après, Ouais. ça va être le temps qui va manquer, mais non, non, on a quand même le temps de faire du conseil et c'est tout l'intérêt du métier, c'est d'accompagner les clients dans leurs problématiques du quotidien, d'essayer Mmh. d'avoir, une vision un peu à long terme, à minima à moyen terme sur leur société et d'essayer de les accompagner, d'essayer d'être un peu proactif, d'essayer de réfléchir à des problématiques qu'ils pourraient avoir, d'améliorer, peut-être leur fonctionnement. D'anticiper, j'imagine aussi des sujets? Et d'anticiper des problèmes de trésorerie ou autres, un éditeur qui lance une production, bah, va immobiliser de la trésorerie, pour un peu que la production soit lancée en Chine. Les jeux vont arriver 2-3 mois après, donc il aura déjà payé son usine, avant que les jeux arrivent, donc avant même que les jeux soient vendus et avant même du coup que le distributeur ait payé la facture. Donc il y a souvent Mmh. des décalages de trésorerie de 4 ou 5 mois. À gérer. Tout à fait. Mmh. Les problématiques récurrentes que tu as, chez les éditeurs, c'est les sujets principaux, en fait, ceux qui reviennent, que tu retrouves quasiment chez tous tes clients éditeurs. La trésorerie, on le comprend. Donc la trésorerie, en fait, c'est le cash, hein, dont dispose une entreprise, bah, pour payer les factures. Ce n'est pas son résultat, ce n'est pas son bénéfice, hein, c'est vraiment donc l'argent dont on dispose. Souvent, c'est les liquidités, beaucoup principalement. Enfin, tu me corriges, hein, parce que moi, je ne suis pas comptable de formation, hein. Mais c'est tout à fait ça. C'est vraiment la trésorerie, oui, c'est le nerf de la guerre. C'est l'argent du coup qu'elle dispose pour payer, sa production qui va lui permettre d'engranger des bénéfices. Mais les bénéfices vont arriver, du coup avec un petit peu de décalage par rapport à la première sortie de trésorerie. Ce qui explique aussi parfois l'usage abusif peut-être de Kickstarter dans lequel on arrive à réunir de la trésorerie en amont assez vite en fait. Je ne sais pas si Fait toi tu le vois comme ça en fait, Kickstarter aussi. Ah bah, c'est un système de prévente, du coup, on prévend les jeux, donc la trésorerie arrive et après on paye la production. Donc c'est vraiment du coup le système inverse du système classique. Puisqu'on a dans ces cas-là, on a vendu les jeux avant de les avoir, fabriqués, en gros. J'ai quelques éditeurs effectivement qui sont sur Kickstarter. Et ouais, et tu constates, ouais, du coup, ça crée d'autres problématiques de gestion, j'imagine, comptable. Oui, parce que du coup, on va avoir là des problématiques de TVA, puisque à partir de cette année, la nouveauté, du coup, la fiscalité évolue très régulièrement. Ça doit faire c'est chouette et c'est stressant aussi, parce qu'il faut essayer de penser à vérifier la documentation et à suivre un peu l'actualité. J'imagine que c'est le cas dans ton métier aussi. Oui, tout à fait. Mais du coup, la nouveauté de cette année, c'est que la TVA, par exemple, est à reverser au moment du paiement de la facture, Mm. même quand il s'agit d'acompte. Donc du coup, pour les Kickstarter, ça veut dire qu'au moment où la campagne de financement participatif est clôturée, même si les jeux ne sont pas livrés, on doit déjà reverser la TVA. Donc il faut déjà qu'on calcule la TVA qui est à reverser au trésor public. Ouais, c'est vrai que c'est nouveau, hein. Pendant longtemps, les acomptes n'étaient pas considérés comme, enfin, ils étaient hors TVA et en fait, C'est la ça. TVA n'était collectée que au moment de l'achèvement finalement et de la livraison. La livraison du Et bien. aujourd'hui, effectivement, ouais, de la livraison du bien. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce qui permet en fait à l'État de récupérer la TVA plus tôt, hein, tout C'est ça, simplement. tout à fait. Faut- Oui, c'est ça. Ça fait plaisir à l'État, effectivement, mais ça demande des calculs supplémentaires pour les comptables. Et du coup, on touche une des spécificités aussi, une des particularités dans le métier de l'édition, ça va être tout ce qui est territorialité et des TVA. Il va y avoir des Hmm. TVA, du coup, des TVA françaises, bien évidemment, pour les acheteurs français, mais un client qui vend sur KS un peu partout dans le monde aura potentiellement de la TVA à reverser à l'État italien, à l'État Ouais. belge, etc. Donc il va falloir aussi que j'ai la liste des souscripteurs dans le cas du KS. Je demande du coup la liste des souscripteurs pour essayer de calculer le chiffre d'affaires pays par pays, pour après faire les déclarations de TVA italiennes, espagnoles, belges, etc. Donc ça, En fait, aujourd'hui, enfin, au sein de l'Union européenne, on a mis en place un système de guichet unique qui permet de oui. collecter les TVA étrangères de façon centralisée et ensuite c'est l'État français qui va reverser au pays concerné. C'est quelque chose que tu utilises ou pas?
Oui, 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 tout à fait. Ça a facilité la gestion quand même ou... Ça évite de s'immatriculer auprès de chaque fisc, ça fait Hmm. une seule déclaration qui est après redispatchée dans les pays, donc oui, ça, c'est vraiment appréciable. Oui, parce que la TVA, on le dit, hein, c'est un impôt dit de consommation, donc les règles ont beaucoup changé, surtout sur les prestations de services, mais là on est plus dans la livraison de biens. Mais pendant longtemps, c'était la TVA du prestataire. Maintenant, c'est vraiment de façon assez généralisée, hormis quelques exceptions, c'est la TVA du lieu du client qui s'applique. Donc effectivement, quel que soit, il faut tenir compte de l'endroit où se trouve notre client. Et en principe, on doit s'assurer que c'est bien aussi son vrai lieu de résidence pour appliquer la bonne TVA dans le bon pays, quoi. Tout à fait. Donc ces questions de territorialité, c'est des questions importantes. En plus, les Kickstarter ont vocation à voilà, être vendus de façon assez mondiale. C'est ça. C'est l'intérêt du système. Autre question, j'imagine, c'est tout ce qui est la valorisation de la propriété intellectuelle. Donc, c'est-à-dire, j'imagine les jeux, si on considère un peu les jeux comme des marques finalement, qui appartiennent à l'éditeur, j'imagine que ça c'est un gros sujet aussi, la valorisation. Oui, tout à fait. Effectivement, selon les dossiers, on va mettre à l'actif, donc en immobilisation, la valeur des jeux, donc leur coût d'illustration et leur coût de création, on va dire, de développement, ou alors on va passer en charge. Ça, c'est vraiment une décision qu'on va prendre avec l'éditeur. Mais il y a les deux cas de figure où on peut activer, donc mettre en immobilisation le coût des jeux pour étaler la charge sur plusieurs années, la charge de développement des jeux, ou alors on décide de passer direct en charge, ce qui est plus simple d'ailleurs comptablement. Voilà, on décide de passer en charge le coût de développement au moment où c'est acté et dépensé. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a des règles comptables, des normes comptables françaises que tu dois suivre, mais il y a beaucoup de cas où en fait la comptabilité offre des options possibles aux comptables. Et donc en fait, il n'y a pas forcément de norme C'est ça. qui est obligatoire. C'est aussi au comptable. Le comptable a une forme de créativité, c'est-à-dire qu'on peut choisir d'enregistrer comptablement deux opérations identiques de façon différente selon les circonstances. C'est ça. Par exemple, tout bête, enfin l'exemple tout bête, c'est les immobilisations dans un cas classique. Au-dessus de 500 € pour une charge, on est obligé de l'immobiliser. Donc on ne Oui. place pas en charge, on étale la charge sur plusieurs années. Et en dessous de 500, on a la possibilité de le faire. Donc ça, il y a vraiment des choses comme ça qui sont au choix du dirigeant et du comptable. Donc, dans le cas où c'est de la charge, en fait, tu vas prendre toutes les factures qui ont contribué à la création du jeu, si je comprends bien, et tu vas dire, ça, c'est des dépenses de l'entreprise et ça va venir en moins de mon bénéfice. C'est ça. Voilà, c'est dans le compte de résultat. Ou alors, tu vas dire, en fait, j'additionne toutes ces factures. Et en fait, ça, c'est le coût de l'actif. C'est-à-dire que cet actif, en fait, il a une valeur qui va être susceptible d'évoluer dans le temps parce que peut-être le jeu va prendre énormément d'ampleur et en fait, de sa valeur d'origine, il va avoir une valeur ensuite réelle beaucoup plus élevée. Et ça, je vais le mettre à ce qu'on appelle l'actif du bilan, c'est-à-dire l'immobilisation. C'est finalement c'est un moyen de production un moyen de création de richesse de l'entreprise, quoi. En fait, c'est ça. En fait, voilà. Et ça s'amortit ou ça se... Donc ça s'amortit sur la durée de vie estimée du jeu. Donc on va dire par exemple le jeu, je pense qu'il va être mis en vente pendant 2 ans. Donc j'ai pris sa valeur sa valeur que j'ai calculée avec en additionnant toutes mes factures, etc. Imaginons mon jeu vaut 100. Je vais l'amortir sur 2 ans. Donc chaque année, je vais passer une charge équivalente pour dire que le jeu perd un peu de valeur chaque année, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc du coup, dans ton exemple, on passe 50 € de charge par an. Et à la fin des 2 ans, le jeu vaut comptablement 0. Mais peut-être que sur le marché, si tu le revends à Asmodée, par exemple, ce jeu vaut beaucoup plus. Donc il va y avoir un décalage entre sa valeur réelle et sa valeur comptable finalement. Oui, tout à fait. Mais du coup, on a la possibilité dans ce cas-là de réévaluer l'actif en disant l'actif comptablement il vaut 0, mais sur le marché, j'estime que, enfin, du coup, avec des bons arguments, mais on estime que ça vaut beaucoup parce que c'est un long seller, parce que c'est un succès monstre, etc. Et du coup, on va lui calculer à nouveau une valeur et on va repartir sur un actif plus élevé, une valorisation plus élevée, et on va à nouveau repasser une charge. D'accord. Tous les ans, ça permet de gonfler le bilan, en fait. Ça permet de gonfler l'actif. Et donc, c'est-à-dire que si ton éditeur client, un jour, il veut revendre sa société, il a une société qui vaut plus. Oui, tout à fait. Parce que la société détient un actif qui vaut un peu plus. Toi, tu as déjà travaillé sur des sessions de ce type? Non, pas pour l'instant.
T'aimerais bien, je suis sûre. Bah oui, ça doit être hyper intéressant. Et effectivement, la complexité, c'est d'évaluer justement la valeur de l'actif, donc la valeur du jeu. Donc là, il y a des normes, il y a des règles, et puis après, c'est une analyse en fait. C'est quasiment un audit. Oui, c'est souvent il y a ce qu'on ouais, on fait venir des gens qui sont spécialisés pour la valorisation et qui utilisent des méthodes mathématiques en fait, enfin tout. C'est ça. Je me posais aussi la question de savoir, là on parlait, quand tu parles de la comptabilité, c'est la comptabilité selon les normes françaises, puisque c'est la comptabilité, ce qu'on appelle la comptabilité sociale. On sait qu'il y a aussi des normes internationales qui permettent en fait, parce que chaque pays a ses normes comptables propres, et il existe un corpus international qui permet en fait d'avoir un jeu de compte fait avec ces normes internationales pour avoir une comparabilité entre les entreprises au niveau international. Est-ce que tu as des clients pour lesquels tu tiens les comptes en double jeu finalement, enfin... Eh ben non, heureusement. Enfin, heureusement, je dirais, parce que je ne suis pas assez calé dans le domaine pour le faire, et c'est plus simple du coup de pas le faire. Ou alors je n'ai pas cette chance. Je ne sais pas si c'est une chance de pas l'avoir ou. Bah, c'est très en fait, je pense que c'est, oui, c'est une source enfin, c'est une source de travail supplémentaire et parfois aussi de confusion entre quelle est la bonne, enfin, dans quelle est la bonne norme, en fait, de quoi on parle. Parce que Oui, parfois, on sait plus si on parle en normes sociales ou en normes, IFRS, qui est le corpus international, quoi. international, c'est ça, tout à fait. Pour en revenir sur les éditeurs et la spécificité, encore une spécificité au niveau de TVA, territorialité, à part les KS, bah, il y a tout simplement les éditeurs qui vont à SN, par exemple. Oui, Des éditeurs qui vont à SN et qui vendent en Allemagne, en théorie, bah, c'est la TVA allemande qui s'applique. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu mettre en place avec les clients que j'ai récupérés, éditeurs, qui n'étaient pas forcément fait auparavant. Effectivement, toute la complexité, c'est de déclarer la TVA en Allemagne. Donc là, par simplification, moi, je passe par le guichet unique. mmh. On évoquait tout à l'heure, même si le guichet unique est plutôt pour de la vente à distance. Et de même, ces éditeurs qui vont à Essen ont des frais qui supportent de la TVA allemande, que donc tu peux récupérer. Tout à fait. Donc, on peut récupérer, effectivement, il y a toute une procédure sur le guichet. Alors, c'est pas tout à fait le même guichet unique, mais le mini-guichet. Mais il y a une procédure sur impôts.gouv.fr pour récupérer la TVA à l'étranger. Sachant que bah, des fois, c'est pas forcément remboursé intégralement, voire ce n'est pas remboursé des fois, Ouais. du tout. Ouais, ce qui est pas terrible, parce qu'en principe, la TVA doit être neutre et donc tu dois pouvoir la récupérer comme si tu avais été en France, en fait. Enfin, c'est un peu. Tout à fait. J'ai eu le cas avec le fisc polonais où j'avais de la TVA polonaise à récupérer. Bah, elle m'a été remboursée, enfin, elle a été remboursée à mon client avec un petit peu de déperdition Hmm, au passage. hmm. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai été remboursé peut-être de 90% du montant de la TVA. Alors que je n'avais qu'une seule facture en plus. Oui, donc il n'y avait pas de complexité liée au dossier particulier. Voilà, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités que tu vois sur les activités éditeurs ou... Un éditeur qui souscrit un contrat d'auteur avec un auteur étranger, par Mhm. exemple. Et les droits d'auteur, du coup, versés à un auteur qui réside à l'étranger, peuvent être des fois imposés en France. Donc l'auteur peut être des fois imposé en France, même s'il habite à l'étranger. Donc il faut penser à chaque fois à vérifier la convention fiscale entre la France et puis le pays de résidence de l'auteur. Oui, pour voir s'il y a une retenue à la source qui est prévue par la Exactement. Ou une double convention. imposition, Hmm. puisqu'il peut y avoir aussi une double imposition qui est prévue et assumée par les deux pays. Donc il y a très peu de cas où il y a la double imposition, mais il y a quand même quelques cas. Parce que dans les conventions fiscales, généralement, il y a un mécanisme qui est prévu pour éliminer les doubles impositions. Tout à fait. Mais il peut y avoir certains pays avec lesquels il n'y a pas de convention fiscale, et donc dans ces cas-là, il y a double imposition. Par exemple, la Colombie, alors c'est récent, il y a eu une convention, mais pendant très longtemps, il n'y avait aucune convention avec la Colombie, ce qui fait qu'il y avait des cas de double imposition tout le temps. Cet aspect-là, retenu à la source sur des droits d'auteur que tu verses à un auteur étranger, j'imagine que toi, en tant que comptable d'auteur de jeu, tu le vois de l'autre côté. Tout à fait, parce que du coup, dans la même situation de l'auteur qui perçoit des revenus d'un éditeur étranger, bah, il peut y avoir une imposition dans le pays de l'éditeur. Donc dans ce cas-là, c'est toi qui vas, côté auteur, c'est toi qui vas aussi gérer comment dire, la partie élimination de la double imposition, c'est-à-dire voir si l'auteur il a la possibilité d'utiliser un crédit d'impôt pour contrebalancer en fait la retenue locale, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. Donc dans ces cas-là, en gros, l'auteur paye, enfin, l'éditeur lui prend une partie des droits d'auteur pour le verser au fisc. Donc, moi, j'ai un exemple avec le Canada. Donc l'éditeur canadien a retenu 10% pour verser au fisc canadien. Donc l'auteur français ne reçoit que 90% de ses droits d'auteur. Ok. Mais en contrepartie, il va récupérer les 10% auprès du fisc français via un crédit d'impôt. Est-ce que tu as des cas de contrats avec des pays où c'est problématique, en fait, où tu as vraiment du mal à récupérer, enfin, à faire en sorte que les retenues à la source locale soient finalement annulées ou en tout cas éliminées? Bah, pour l'instant, je touche du bois. Non, ça n'est pas encore arrivé, mais j'imagine que ça arrivera forcément. Je le crains. Ça veut dire aussi que tu reçois des documents de tous les pays potentiellement, en fait, parce que tu as des justificatifs souvent de... Ouais. C'est ça, tout à fait. Oui, oui, il faut du coup prouver que l'argent, là, en l'occurrence canadien, a bien été versé au fisc canadien. Du coup, bah, il me faut un papier canadien qui dit que l'impôt a été versé pour que je le montre à l'État français, pour que l'État français rembourse la double imposition. Non, on a un métier pas simple, mais on a un métier passionnant. Bah, c'est-à-dire que chaque nouveau dossier, tu as souvent une problématique, même si c'est des problématiques identiques, tu as toujours une spécificité qui rend le dossier intéressant. C'est ça, tout à fait. Mais c'est ce qui fait vraiment la richesse du métier, en fait. Côté auteur, tu as d'autres particularités et déjà, est-ce que les auteurs sont beaucoup à titre indépendant ou est-ce qu'il y en a qui ont des sociétés? Il y en a qui ont des sociétés, il y a vraiment les 2 en fait. Ça dépend du coup, c'est un calcul à faire pour voir, le niveau d'imposition perso, en fait. Est-ce qu'on a intérêt ou pas à basculer en société? Pour un auteur, il y a pas de règle. Un auteur peut déclarer 3 façons différentes. Il peut déclarer en traitement et salaire. Donc là, c'est un auteur qui n'a pas de statut, pas de numéro SIRET. Bah, du coup, il déclare il y a une case dans la partie, déclaration d'impôt, traitement et salaire, une case vraiment dédiée aux droits d'auteur. Donc ça, c'est la façon la plus simple. Il y a un abattement de 10% qui est appliqué par les impôts comme pour les salariés. La deuxième façon de déclarer les droits d'auteur pour un auteur, c'est en BNC, Mhm. bénéfice non commercial. Donc là, du coup, ça veut dire avoir une structure, un numéro SIRET, une entreprise individuelle. On fait une comptabilité et puis on déclare un bénéfice, et c'est le bénéfice qui est soumis à impôt et à cotisation sociale. BNC, il peut être aussi en micro-BNC d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'on part du chiffre d'affaires et on applique un abattement de 34%. D'accord. Donc ça, donc BNC, du coup, tu as compris, 2 types de BNC, soit réel avec une compta et on déclare le bénéfice, soit micro et du coup, on a un abattement. Et la troisième façon, c'est d'être en société. Donc là, SARL, SAS. Du coup, c'est la société qui perçoit les droits d'auteur et qui rémunère l'auteur en tant que gérant. Toi, tu préconises une forme particulière ou c'est vraiment en fonction de l'activité de chaque personne? Alors, chaque cas est différent. Ouais. Donc c'est vraiment cas par cas. Il peut y avoir vraiment plein de problématiques perso en fait, plein de problématiques perso différentes. Ça dépend du niveau d'imposition, ça dépend du niveau du bénéfice, des droits d'auteur, ça dépend de plein de choses. En société, on est d'accord qu'aujourd'hui, on préconise plus de faire des SARL ou tu peux encore le conseiller? On a les deux. Ouais. La préférence vers la SAS, mais vraiment ça dépend. SARL, ça peut être pertinent quand même. SARL, c'est moins intéressant par rapport aux dividendes. Oui, voilà, j'allais dire ça. En général, bon, l'avantage de la SAS, c'est que c'est une forme juridique qui est très souple, hein, on en fait un peu ce qu'on veut. C'est ça. Et surtout, il y a la problématique après du versement de dividendes qui est beaucoup plus facilité qui est beaucoup plus facile Dans dans les les... SAS. Ouais. Parce que du coup, la SARL qui verse des dividendes, ça entraîne des cotisations sociales. Donc effectivement, c'est moins intéressant. Mais on peut être en SARL et ne pas avoir de dividendes. Et faire travailler son argent différemment. Le versement de dividendes, hein, c'est toujours une décision, hein, ce n'est pas automatique, c'est bien une décision de l'AG qui approuve les comptes. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu dirais que tu as le sentiment que les éditeurs et les auteurs de jeux sont quand même sensibilisés à ces problématiques qui, effectivement, sur le papier, sont beaucoup moins sexy que le game design? Ah ben ça, c'est clair. Est-ce que tu trouves qu'ils sont sensibilisés malgré tout? Ou en tout cas que tu sens qu'il y a eu une évolution depuis que tu as ce portefeuille de clients? Alors, il y a eu une évolution, oui, qui n'est pas liée à moi, mais qui est une professionnalisation du secteur. Puisque du coup, les éditeurs se sont mis en association, donc ont créé l'Union des éditeurs de jeux en 2017, je crois, ou 2016 peut-être. Les auteurs ont fait pareil, avec la Société des auteurs de jeux. Les cafés ludiques ont fait pareil. Enfin, toutes les assos ont été constituées à peu près dans les mêmes années. Le secteur, petit à petit, s'est professionnalisé. Du coup, ce faisant,
Un éditeur qui devient un peu plus pro va faire attention à ses contrats d'auteur, il va faire attention à ce que les auteurs fassent bien les choses. Du coup, les auteurs de cet éditeur vont commencer petit à petit à faire bien les choses et vont demander à ce que leurs autres éditeurs fassent bien les choses. Mm. Et tu vois, petit à petit, par ricochet, tout le monde fait de mieux en mieux les choses et de façon un peu plus professionnelle, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est une espèce de capillarité Ouais. qui a fait les choses. Est-ce qu'il t'arrive encore de voir des horreurs comptables? Oui, oui, pas des horreurs, mais des choses qui vont pas et qu'on va aider à recadrer pour que ça soit fait dans les règles de l'art. Tout à fait. Très régulièrement, je vois encore des factures qui ne sont pas faites conformément à la réglementation. Avec les mentions légales, etc. Oui, on a ça. Mais dans le domaine du jeu plus spécifiquement, on a encore des éditeurs de jeux qui ne font pas la retenue à la source. Ouais. Enfin, le précompte URSAF, pardon, dont on n'a pas encore parlé. Mais on a encore des éditeurs qui ne savent pas qu'il faut faire ça. On a encore des auteurs qui ne savent pas trop comment déclarer droit d'auteur, etc. Donc on a encore des choses. Enfin, le secteur n'est pas encore pro à 100%, mais on s'en approche petit à petit. Tu cherches toujours de nouveaux clients dans ce secteur ou tu trouves que tu as un bon seuil de portefeuille où tu es toujours ouvert à des nouveaux clients? Bon, je suis toujours ouvert à des nouveaux clients. Après, effectivement, j'ai une charge de travail qui augmente régulièrement, mais sur mon portefeuille, on est 2 équivalents temps plein en fait. D'accord. J'ai une collaboratrice qui travaille avec moi, qui est fan de jeux aussi. J'allais te demander si elle était aussi fan de jeux du coup. Mais oui, tout à fait. Elle est fan de jeux et elle est en alternance et elle a fait son mémoire de DCG sur la spécificité des droits d'auteur. Ouais, ok. Donc, Voilà, c'est un sujet qui l'a bien passionné, donc elle connaît un peu les spécificités aussi. ok. Sur les auteurs, tu as d'autres points particuliers que tu as en tête de sujets vraiment récurrents ou vraiment emblématiques de cette activité-là? Du coup, on n'a pas parlé effectivement des cotisations URSAF et des retenues à la source. L'auteur va avoir la particularité enfin, les droits d'auteur vont être soumis à 2 retenues. Donc une retenue de TVA, il y a une petite particularité, on est soumis à 10% de TVA et l'éditeur va retenir 9,2% pour le verser au trésor public. Ok. Donc il y a cette spécificité qui est applicable pour certains auteurs. Et il y a les cotisations URSAF qui sont aussi retenues par l'éditeur pour être reversées par l'éditeur à l'URSAF pour certains auteurs. Donc il y a aussi ces 2 points à vérifier. Enfin, il faut vraiment que l'éditeur, du coup, vérifie le statut de l'auteur. Est-ce qu'il est pro? Est-ce qu'il n'est pas pro? Est-ce qu'il est soumis à précompte URSAF? Est-ce qu'il est soumis à la retenue à la source de TVA, etc. Donc c'est vraiment des choses à vérifier quand un éditeur signe un contrat avec un auteur. Je me posais la question, tu as déjà eu des cas où on t'était appelé dans des contrôles fiscaux ou dans des contrôles URSAF même? Tu as déjà eu des cas comme ça gérés? C'est arrivé, oui, dans les 2 cas, et ça se passe en général assez bien. Enfin, moi je connais pas les contrôles URSAF, mais les contrôles fiscaux en général, ça se passe souvent beaucoup mieux que ce qu'on s'imagine quand on ne connaît pas du tout l'activité, ouais. Mais oui, alors, évidemment, c'est jamais agréable de se faire contrôler, mais en général, enfin, ils font déjà leur boulot, ils sont plutôt compréhensifs. Non, ça se passe en général bien. On fournit les documents et puis voilà. Ok. On peut parler aussi maintenant de l'heure du jeu, puisque c'est aussi ton activité professionnelle, mais c'est aussi une activité de cœur, j'imagine, puisque, donc, comme tu le disais, c'est le bar à jeux qui est à Rennes et qui a aussi Oui. s'est beaucoup développé. Hein. Ouais, tout à fait. Donc c'est un bar à jeux qui a été ouvert en 2012 par mon conjoint, Xavier Béret. Voilà, donc on a fêté nos 11 ans le mois dernier. On a ouvert un 2e bar, toujours à Rennes, mais dans un autre quartier en 2019. Et on avait aussi ouvert un petit espace de loisirs, un mélange de Fort Boyard, escape game, à côté de l'heure du jeu historique. On avait ouvert cet espace en 2018. C'est qui Voilà, s'appelle donc on comment se retrouve cet avec espace? qui s'appelle quart d'heure. Donc finalement, on a 2 heures et quart. Il y a des spécificités liées à la gestion d'un bar à jeux, en fait. Je sais pas si vous, par exemple, Au vous niveau vendez comptable, comptable ou réglementation, parce que comme vous vendez, j'imagine, vous vendez des boissons, je sais pas, alcoolisées ou pas, s'il y a la licence particulière ou des choses comme ça. du coup, on a un bar à jeux, nous, avec une licence 4, donc on a le droit de vendre des boissons alcoolisées. Il y a certains bars à jeux qui ont des licences 3, des licences de petite restauration, qui peuvent servir de l'alcool qui accompagne un repas. Donc nous, on a la licence 4, on peut boire de l'alcool sans forcément manger.
Mm. Donc, du coup, on a la réglementation d'un bar débit de boisson classique. Et toutes les réglementations hygiène aussi, enfin tout ce qui est les normes d'hygiène, etc., liées à la restauration. Et effectivement, comme on fait un peu de restauration sur place, on a une cuisine et puis on a les normes d'hygiène qui sont appliquées, les allergènes, etc., qui doivent être affichés. Enfin, on a toute la réglementation liée au bar et puis au resto qui s'applique. En termes comptables, j'imagine que à la différence de peut-être beaucoup de petits éditeurs et des auteurs, c'est que vous avez des locaux, vous avez de l'immobilier à gérer, ce qui présente des spécificités, j'imagine. Alors non, on est locataire de Vous êtes notre local. locataire. D'accord. On est locataire, ouais. Ok. Et donc vous avez une structure qui détient tous les bars ou vous avez... parce que il me semble que dans une interview, tu disais que tu avais envie d'avoir une holding, tu avais envie d'explorer des... Je me souviens de ça. C'est vrai. Une holding, hein, pour expliquer, c'est une société dans un groupe. On va avoir une société qui est au-dessus, qui détient les titres de toutes les sociétés. Elle n'a pas forcément d'activité économique autre que la détention des titres. En fait, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui centralise un petit peu et qui permet aussi de conduire souvent la stratégie en fait de toutes tes entités, quoi. Pour essayer de les développer. Mm. Donc effectivement, chaque bar, enfin on a une société qui exploite le premier bar, on a une société qui exploite le deuxième bar, on a une troisième société qui exploite le quart d'heure, et les trois sociétés sont détenues par une société commune, une holding effectivement. D'accord. Plus des associés annexes qui nous ont aidés à financer les différents projets. Donc ça veut dire que toi, tu gères la comptabilité de ces 4 sociétés finalement. Tout à fait. Ok. Et oui, comme si j'avais pas assez de travail dans mon métier quotidien, je me suis rajouté 4 dossiers. Est-ce que tu as une intégration fiscale? Non, on n'a pas d'intégration fiscale puisqu'on n'a pas 95% de D'accord. détention des titres. Ok. Ah oui, parce que tu me disais, vous avez des co-associés aussi dans le schéma. Tout à fait. Pour l'heure du jeu, vous avez encore d'autres idées de développement parce que c'est une belle évolution ce que vous avez fait en 10 ans. Vous avez d'autres envies encore ou pas? Pour l'instant, non. Là, l'idée, c'est quand même de stabiliser. On sort du Covid. Là, on est en période inflationniste. Donc, effectivement, les gens font un peu plus attention à leurs dépenses. Donc, on est plutôt en stabilisation et en remontage de pente après Covid qu'en vue de développement. Ça, on verra pour la suite. Ok. Voilà. Effectivement, du coup, j'ai plusieurs barrageux dans mon portefeuille client et effectivement, le son de cloche du réseau des cafés ludiques, en général, c'est que c'est un peu dur. C'est un peu dur pour tous les confrères du secteur. Il y a eu une explosion des ouvertures avant Covid, en fait. Quelques structures qui tirent un peu la langue. Le Covid d'une part et l'inflation après. Comment vous avez géré la période Covid du coup d'ailleurs On a fait le dos rond. On a été obligé de fermer. Deuxième confinement, on a quand même été fermé pendant 8 ou 9 mois. Hein. Les bars et les restos ont été fermés d'octobre à juin. Octobre 2020 à juin 2021. Et on a eu des aides quand même le fonds de solidarité qui a permis de couvrir toutes les charges fixes. Donc on s'en sort pas si mal, mais ça a quand même été dur. Ouais, j'imagine. Oui, il y avait aucun moyen par rapport aux boutiques qui pouvaient quand même vendre à distance là il y avait aucune autre solution pour continuer un peu d'activité quoi. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. On était totalement fermé. Après, je sais que certains confrères faisaient du click and collect parce que pouvaient avoir une cuisine avec des plats à emporter. Mhm. Donc certains confrères ont fait ça, mais nous, on n'a pas fait ce choix-là. Ou de la location de jeux, je sais pas si c'était quelque chose d'envisageable ou pas. On l'a fait sur le premier confinement. C'était plutôt pour occuper Xavier qui s'ennuyait à l'appartement et pour faire un petit service aux clients. C'était vraiment plutôt ça que pour gagner de l'argent. C'était pas rentable, mais on avait proposé ce service effectivement d'aller. Xavier faisait sa tournée pour aller, puisque au premier confinement, rappelle-toi, on n'avait pas le droit de sortir du tout. Oui. Donc Xavier faisait sa tournée pour aller livrer les jeux chez les clients. Il y a d'autres choses dont tu as envie de parler par rapport à l'heure du jeu ou... Au niveau spécificité comptable par rapport à certains barrageux, nous on fait pas de vente de jeux, mais certains peuvent faire de la vente de jeux. Donc ça c'est un retraitement comptable particulier et ça effectivement ça vient un peu perturber l'analyse d'un bar classique. Un débit de boisson classique, on connaît son taux de marge, un resto, on connaît son taux de marge, mais si tu commences à y rajouter une activité de vente de jeux, ça vient perturber un peu les analyses de chiffres. Donc, ce qui n'est pas notre cas à Rennes. Ouais. On fait pas boutique. On a 2 boutiques
à Rennes qui sont assez dynamiques, une à côté de chaque bar d'ailleurs. Donc on n'avait pas intérêt de leur faire concurrence. Ouais, Voilà, ils font très bien leur boulot, on l'aurait pas aussi bien fait. Donc voilà. ok. Bah écoute, je pense que si de ton côté, tu penses qu'on a fait le tour, en tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu parler d'un sujet qui n'est pas forcément toujours abordé. Et c'est bien dommage parce que je pense que en vrai, c'est une part importante aussi de l'activité du secteur. Tout à fait. Et puis, de toute façon, on aura d'autres occasions de se voir et de rediscuter plus en détail de Cerfa et tout. Mais bon, je pense que les auditeurs, auditrices ont déjà eu beaucoup là. Beaucoup d'infos économiques, de Ouais. TVA, territorialité, etc. Et si jamais d'ailleurs il y a des choses qui sont pas claires, hein, je comprends tout à fait. Parfois, pour nous, il y a des choses qui peuvent paraître un peu plus évidentes. Faut pas hésiter dans les commentaires à poser des questions. Je solliciterai Laurent pour m'aider à répondre. Tout à fait. Voilà. Merci encore 1000 fois Laurent d'avoir pris le temps pour cette discussion. Merci à toi. Et puis on souhaite une bonne journée ou une soirée selon le moment où vous écoutez cette interview à tout le monde, auditeurs et auditrices. À bientôt. Et à bientôt.